Je vois qu'il y a un taux de garçons assez faible. Et je vérifie cette loi qui est de plus en plus valide, c'est que les lecteurs sont des lectrices. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Parce que souvent, les maris me disent « Ah, c'est vous l'auteur que ma femme aime tant lire ». Et ça procure des rencontres intéressantes. Et alors, il se trouve que je vais revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire j'ai créé Madame Bas pour une raison particulière. J'étais, comme vous l'avez rappelé, au Conseil d'État, et donc je devais juger un certain nombre d'actes administratifs, dont des arrêtés de reconduite à la frontière d'étrangers, et notamment de Maliens. Et quand on présentait un visa et que le visa a été refusé, vous aviez le droit de présenter un recours. Et le recours, c'était une feuille administrative recto verso, où il y avait nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, sexe, etc. Et je me suis rendu compte assez vite que, évidemment, ces renseignements ne disaient pas l'extrême complexité des situations personnelles et des situations africaines. Par exemple, le nom veut dire des tas de choses. Parce qu'on croit que l'Afrique est simple, c'est faux. Et qu'il y a des castes, c'est aussi compliqué que l'Inde. Et que dire masculin, féminin, évidemment, ça dit des choses, mais comment raconter l'excision ? Ça ne rentre pas dans un demi-centimètre carré d'un formulaire administratif. Donc, au lieu de présenter un formulaire administratif recto verso en 2 pages, j'ai été un peu dans les détails. Et donc, j'ai écrit Madame Bas qui était un peu plus précise grâce aux 420 ou 430 pages. Donc, imaginez si l'administration avait reçu 430 pages à chaque fois. Ça aurait été un peu compliqué. Et puis, des années ont passé et ce personnage me manquait. Parce que vous savez qu'un romancier, il est un peu comme un acteur, il adore vivre la vie des autres. Il ne sait pas trop qui il est. Et il adore enfiler d'autres habits et rentrer dans des autres vies. Et en plus ça allait, c'était il y a 3 ans et demi, plus ça allait, plus je sentais que la situation de mon cher pays, le Mali, allait se dégradant. Et je ne savais pas trop ce qui se passait. Et donc moi, quand je ne comprends pas quelque chose, mon réflexe, c'est d'écrire un roman. Par exemple, il y a quelques années, je ne comprenais pas pourquoi une femme merveilleuse préférait rester avec son imbécile de mari plutôt que vivre avec moi. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Longtemps », ce qui ne m'a pas permis de comprendre, d'ailleurs, son attitude. Tant mieux, parce que ça va beaucoup mieux maintenant. Et donc, à chaque fois que je ne comprends pas, j'écris un livre. Par exemple, je ne comprenais pas ce que c'était que la grammaire, j'ai écrit « La grammaire est une chanson douce », etc. Je ne comprenais pas ce que c'était que les questions de mondialisation avec le textile, le coton, ou l'eau, ou le papier. Je ne savais pas ce qu'était le papier, donc j'ai fait un livre pour essayer de comprendre ce qu'était le papier. Et le prochain livre à venir, je fais ça parce que je sais que Charles a besoin de chiffre d'affaires. Et donc, je vous l'annonce dès maintenant que vous commenciez à faire des économies, parce que mon prochain livre, le tome 4 de la mondialisation, ça sera la place de la mer dans la mondialisation. MER, hein, pas, ça c'est une autre histoire. Ma psychanalyse est finie, c'est un autre problème. Donc, c'est MER, donc la place de la mer, de l'océan, etc. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait au Mali. Et quand vous avez créé un personnage, c'est exactement comme quand vous avez choisi, ou mieux, fabriqué un bateau. Parce que vous savez qu'à chaque projet de voyage, il y a un type de bateau particulier. Et quand vous avez un beau bateau, il explore pour vous. D'une certaine manière, il navigue pour vous. Eh bien, un personnage, c'est un peu la même chose. Vous entrez dans le personnage et vous vous laissez guider par ses yeux, et puis vous laissez guider par ses oreilles, et puis vous avancez comme ça, grâce à lui. Donc je me suis dit, je vais faire aller Madame Bas, qui avait trouvé refuge à Villiers-le-Bel, dans le nord de Paris,
Et je vais lui dire, bon, elle va retourner au Mali et voir ce qui s'y passe. Et comme ça, je verrai le Mali grâce aux yeux de Madame Ba. Mais la question était, qui va raconter les aventures de Madame Ba? Et c'est là où je me suis dit qu'il faut quelqu'un qui raconte. Parce que dans le premier tome, c'est elle qui racontait. Mais là, il fallait quelqu'un qui raconte. Et qui allais-je trouver? J'ai eu l'idée d'utiliser son petit-fils, parce qu'elle était venue en France pour essayer de retrouver son petit-fils qui avait des ambitions de football, et puis qui avait été un peu dealer, et puis qui, là, maintenant, était musicien. Elle s'est dit, musicien, c'est comme Griot. Griot, c'est celui qui raconte les histoires. Donc, je vais faire un couple entre la grand-mère et le petit-fils. Et vous savez que dans la littérature, il y a souvent des couples. Il y a, je ne sais pas, moi, Sancho Panza avec Don Quichotte. Il y a Jacques le Fataliste, et puis, qui est le valet, et puis son maître. Et puis, il y a Don Juan et les Porello. Et c'est toujours amusant quand vous avez un personnage puissant et quelqu'un qui est avec lui, parce que le valet se moque et met un peu en déstabilisation. Et assez vite, donc j'ai mis très longtemps à ne pas savoir qui allait raconter, et j'ai enfin trouvé. Et dès que j'ai créé ce petit personnage, c'est-à-dire du petit-fils, le dialogue a marché. Le dialogue a marché entre deux, parce qu'elle est infernale, cette Madame Ba. Elle est infernale. Elle a évidemment une prétention inouïe, et elle est, ce que j'ai vu dans tous les hommes politiques que j'ai côtoyés, elle a des troubles particuliers de l'audition. C'est-à-dire elle entend des voix, et on a tous un peu des petits sifflements dans les oreilles, mais en général, nous n'entendons pas des voix nous disant que nous allons sauver notre pays. Quand vous entendez des voix, même très jeunes, vous disant que vous allez sauver votre pays, le diagnostic est clair, vous êtes un homme ou une femme politique. Voilà. C'est comme ça. Tous les hommes politiques ou femmes politiques que vous rencontrez, ils ont des troubles de l'audition. Donc, elle est comme ça, elle pense qu'elle va sauver son pays. Donc, mais ce n'est pas seulement Jeanne d'Arc. Tous les hommes politiques, même les députés, ils pensent qu'ils vont être utiles au pays. Tous les amis, docteurs, ORL que je connais, sous le sceau du secret, m'ont dit que tous les hommes politiques ont des vibrations particulières du tympan. D'ailleurs, je prépare une thèse parce que, en parallèle, je fais des études de médecine en ORL. Et voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une digression. Pourquoi j'ai écrit sur la grammaire? Parce que la grammaire, pendant un moment donné, on n'osait pas dire la grammaire, disant que ça allait faire peur. Et on appelait ça, écoutez bien, observation réfléchie de la langue. En résumé, acronyme ORL. C'est tout. Alors, et imaginez après qu'on puisse aimer la grammaire. Parce que moi, ORL, ça me rappelle les otites, et bref. Mais je vous parlerai d'une autre fois de mes troubles de santé de ma jeunesse. Alors, c'est une question clé, et c'est pour ça, quand même, je reviens sur ce thème des hommes en général et des maris en particulier, ils ont quand même une propension à la bêtise. Parce qu'ils pensent que les romans, je lirai ça plus tard quand je ne serai pas dans le monde réel. Ils pensent que le roman, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de pouvoir explicatif. Or, il y a des vérités qui sont des vérités un peu solides, un peu fixes, un peu fermées, et ça, on peut le faire avec des essais. Et puis, il y a des vérités qui sont humaines, il y a des vérités complexes, il y a des vérités ambiguës, il y a des vérités fragiles, il y a des vérités où c'est très difficile de savoir qui sont les bons, qui sont les méchants, et il y a une articulation entre les deux. Par exemple, pour comprendre la situation en Ukraine et en Crimée, vous pourrez lire tous les essais que vous voulez, aucun ne vaudra un roman expliquant cette complexité de ces identités. Et si vous voulez comprendre l'Amérique latine, vous n'aurez rien de mieux pour comprendre ça que lire 100 ans de solitude. Quand vous voulez comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, vous lisez Philippe Roth. Quand vous voulez comprendre l'Inde, vous lisez le nord-ouest de l'Inde, le Cachemire, vous lisez Salman Rushdie. Quand vous voulez comprendre le sud des États-Unis, vous lisez Faulkner, etc., etc. C'est-à-dire que le roman a un pouvoir incroyable de compréhension. Quand vous voulez comprendre toute la grande aventure industrielle et commerciale de la France, vous lisez Zola, etc., etc. Vous voyez ? Et quand vous prenez un romancier digne de ce nom, c'est-à-dire qui donne la chance à chacun des personnages, vous voyez que ces personnages sont vivants et vont loin
dans l'explication des situations. Et moi, j'ai toujours eu ce sentiment, quand je lisais Céline, que dans les romans, c'est une merveille d'humanité, parce qu'il donne vraiment attention à chacun des personnages, alors que dans ses essais, il est complètement fou avec les méchants, les super méchants que sont les Juifs, et puis les autres, et puis etc. Vous voyez, donc quand vous voulez capter, choper une réalité fragile, vous prenez le roman. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai 3 manières d'écrire. Il y a le conte pour les grammaires, parce que le conte doit réunir dans la même histoire des lecteurs de 10 ans à des lecteurs qui sont des anciens. Et puis les essais pour essayer de comprendre la réalité économique d'aujourd'hui. Et puis les romans quand il y a vraiment une réalité fragile à faire comprendre. C'est exact. Pour moi, l'écriture, c'est la pêche au réel. Et en fonction des outils de pêche que vous choisissez, eh bien vous pêchez pas les mêmes poissons. J'ai été, donc, comme vous l'avez rappelé, nègre du président de la République, François Mitterrand, mais avant, j'avais raconté plein d'autres histoires. C'est-à-dire que, d'abord, il faut être plus intéressé par les autres que par vous-même. C'est-à-dire être passionné par la vie des autres. Ça, c'est la première chose. Donc, pour être passionné par la vie des autres, il faut un peu s'effacer. Voyez ? Et je sais que j'ai appris un peu ce non-métier d'écrivain en écrivant énormément de livres que d'autres signaient. Vous savez que même dans la meilleure librairie du monde, ici, plus des 2/3 des livres qui sont présentés ne sont pas écrits par leurs auteurs. Ils ont été écrits par d'autres gens qui ont la technique du récit, et puis il n'y a pas de problème, puisqu'il y a des gens qui ont des vies formidables, et puis, ou des techniques, etc., puis qui ne savent pas la raconter. Donc j'ai appris beaucoup ça. Vous voyez, donc il y a cet élément-là. Donc il faut être très attentif à ce qu'on vous raconte. C'est la première des choses. Il faut une curiosité. Et je vous rappelle que le mot curiosité vient du latin cura, comme dans cure, curatif. Donc le curieux est celui qui prend soin du monde. Donc le curieux est celui qui prend soin de la vie, du personnage dont il raconte la vie. Vous voyez, donc c'est vraiment être passionné par la vie. Et moi, je sais que énormément de gens me racontent leur vie pour une raison précise, c'est que j'écoute avec passion. Et que rien ne m'intéresse plus qu'une vie quand on me la raconte. Et puis il y a un endroit, un village à 60 km de Bamako, qui s'appelle Kela, où il y a la grande tradition de tous les grands raconteurs d'histoire. Et ce que j'aime en Afrique, c'est aussi qu'il y a beaucoup de raconteurs d'histoire, il y a aussi des fleuves, il y a des tisseurs, et les musiciens, les raconteurs et les tisseurs sont des gens qui créent l'unité d'une société. Vous voyez, on dit en ce moment qu'on ne sait pas quelle est l'histoire. C'est-à-dire le président de la République actuelle ne porte pas l'histoire de la nation. Donc il faut une nation. Et c'est la même chose que le mot république. Le mot république, c'est la chose commune, l'affaire commune, le projet commun. Donc vous voyez, si on entre un peu dans les détails, la démocratie n'est qu'un moyen d'élection. Alors que la République, c'est un projet qui est partagé par le plus grand nombre. Et une histoire, c'est ça. C'est une histoire qui rassemble. Donc c'était ça que j'avais envie de faire, raconter l'histoire. Au fond, quelle est l'histoire en ce moment? Est-ce qu'il y a une histoire commune au Mali? Et on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une histoire commune en France aujourd'hui? Il faut quelqu'un qui porte cette histoire-là. On dit le roman national, on dit le roman... Vous voyez, ce genre de choses-là. Vous voyez, ça me donnait l'occasion d'expliquer un peu ce que c'était qu'un roman, ce que c'était qu'une histoire, et à quel point une histoire vous tisse vous-même. On dit, j'ai une belle histoire. Ou on dit, ah, notre histoire est finie. Et on voit bien qu'à ce moment-là, on est un peu disloqué. Alors quand on a une histoire, on est pris par un élan. Être amoureux réciproquement, c'est être emporté comme ça dans cette sorte d'histoire. Vous voyez à quel point l'histoire, c'est vraiment une sorte d'ossature, de squelette affectif et mental et imaginaire. Donc c'est un peu ça que je voulais raconter. C'est vraiment l'extrême nord du Mali. Villiers-le-Bel et Montreuil. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont très nombreux et que d'autre part, ils donnent énormément d'argent au Mali. Et que, en tout cas, le nord-ouest du Mali est financé par le nord de Paris. C'est par une ethnie qui s'appelle les Soninké, et ils donnent la moitié, parfois plus, d'un salaire qui est souvent pas formidable. Parce qu'il y a cette solidarité incroyable. Donc quand on dit que le nord du Mali, c'est chez nous, eh bien c'est vrai.
Donc ils ont le droit, ils ont voix au chapitre, ils ont le droit de participer parce qu'ils ont gardé un lien très très fort avec cette très grande solidarité familiale qu'il y a dans ce domaine-là. Dans un de mes innombrables voyages au Mali, j'y étais pour l'UNICEF. Et donc nous, avec l'équipe de l'UNICEF, nous avons vu arriver des femmes et nous avons vu arriver des réfugiés. Pendant qu'il y a eu cette déferlante de djihadistes et de bandits dans le nord, les gens, et notamment les femmes et les enfants, sont venus vers Bamako. Donc toutes les familles de Bamako qui avaient la malchance d'avoir une partie de leur famille au nord ont vu arriver des réfugiés. Donc ils avaient déjà du mal à joindre les deux bouts à une dizaine de personnes dans une concession, ce qu'on dit, une sorte de maison avec une cour, et ils voyaient arriver 10, 20, 30, 40, 50 personnes en plus qu'ils devaient nourrir. Donc en allant mendier un peu partout et en allant s'endetter pour trouver du riz, des oignons, de l'huile, etc. Donc vous voyez comment ça s'est passé. Donc c'était terrible. Et puis j'ai vu pire donc avec ces trois femmes qui sont arrivées du Nord. Et elles nous ont raconté leur retour du Nord, enfin leur fuite devant les djihadistes. Et deux choses principalement m'ont frappé. C'est des femmes d'une vaillance inouïe. La plupart des femmes dans tous les pays du monde ont au moins 2 ou 3 vies par rapport aux hommes parce qu'elles ont la vie de mère, elles ont la vie de femme, elles font un travail en plus, elles travaillent sans arrêt, sans arrêt. Et j'ai vu des femmes me dire ce que j'avais jamais entendu d'une femme africaine en disant « Ah, je suis fatiguée ». C'est-à-dire elles étaient au-delà de la capacité des résistances. Et on en a vu pas mal, moi j'en ai eu pas mal, et puis imaginez les équipes de l'UNICEF, et on était là, une dizaine en face d'elles, et tous en larmes, tellement, vous savez, la pudeur, mais quelqu'un qui craque. Donc c'était, mais ce qu'elles ont vécu était absolument incroyable. Mais elles ont dit pire. Parce qu'à un moment donné, il y en a une qui nous dit que, au fond, elle avait été soulagée quand les djihadistes étaient arrivés et avec la charia. Alors, vous savez, cette loi terrible vraiment du Moyen-Âge, etc. Et pourquoi elle préférait cette charia? Parce que avant, c'était un arbitraire épouvantable, avec des bandits partout qui arrivaient n'importe quand, et pour n'importe quel motif, elles étaient pillées, violées, battues, etc. Quand il y avait la charia, qui est une épouvante, au moins il y avait des règles précises. Et si on les respectait, rien ne vous arrivait. Vous étiez voilé, vous étiez interdit de musique, interdit tout ça, etc. Mais enfin, bon, il y avait une règle. Donc, et je vais faire répéter plusieurs fois. Et alors, et j'ai vu l'horreur. C'est-à-dire qu'il y a pire que la charia, c'est l'arbitraire. Donc, vous voyez, c'était une plongée. Donc, je vous dis, et ça, et puis j'étais dans les camps de réfugiés au Niger, etc., etc., parce que enfin, chacun écrit comme il veut, mais moi, un roman, c'est toujours du reportage aussi. C'est-à-dire de voir vraiment la réalité des choses. Et donc, alors, pour répondre à votre question, quand elle arrive à Bamako, comme moi, parce qu'évidemment, je suis un peu cette Madame Ba, elle voit 2 fleuves. Le premier fleuve, c'est le fleuve Niger, qui est un fleuve absolument sublime. Et il y a un deuxième fleuve dans les avenues principales de Bamako, c'est la jeunesse. À Bamako, la moitié de la population a moins de 15 ans. La moyenne des enfants par femme, c'est 6,7. Le Niger et le Mali sont les 2 seuls pays du monde où il n'y a pas de transition démographique. J'ai connu Bamako à 1 million d'habitants, il y en a 2,8 millions. Dans 5 ou 6 ans, il y en aura 6 millions. Dans 13 ans, le Mali aura vu sa population doubler, ce qui fait que ces jeunes ont d'autant moins d'espérance que l'État est ruiné, donc les fonctions de l'État ne peuvent pas être remplies, et notamment l'éducation nationale. Donc vous avez un déferlement de jeunes, et Madame Ba, à un moment donné, demande à son petit-fils, « Et tu sais où va ce fleuve de jeunes ?» Alors il dit non, et alors elle dit un peu trop fort, et il a peur qu'elle soit arrêtée, ce fleuve-là va dans le mur. Et là, c'est un thème, la démographie, qui est tabou. On n'en parle plus pour toutes sortes de raisons, et notamment les religions.
l'islam, mais aussi le catholicisme, un peu tout ça. Et on n'ose plus aborder la question de la contraception en tant que telle, et aussi la place de la femme, puisque vous savez que plus les femmes sont éduquées, plus elles ont une maîtrise de leur vie, leur maîtrise de leur corps, et moins, évidemment, elles ont envie d'avoir autant d'enfants. Et il y a un autre élément, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de la démographie, mais vous voyez, par le roman et pas par des essais, c'est-à-dire en incarnant un peu ces questions, c'est que quand vous faites tant d'enfants, c'est que vous n'avez aucun espoir. C'est-à-dire, la seule espérance que vous avez, c'est qu'un des 10 ou 12 enfants sera suffisamment riche pour vous prendre en charge, vous et votre famille. Et dès que vous avez un petit espoir économique, un petit espoir de développement, alors vous abandonnez l'idée de la quantité par l'idée de la qualité de l'éducation donnée. Et il y a eu des tas d'exemples où, en Iran par exemple, à un moment donné où il y a eu une sorte de possibilité d'un mieux, c'était avant le lancement du programme nucléaire, et brutalement, les femmes sont passées de 6 enfants à 3 enfants. Pour cette raison-là. Parce qu'il y avait un début d'espoir, et donc on mettait l'espoir dans la qualité des enfants et non pas dans la quantité. Et cette question-là est vraiment violemment combattue. C'est-à-dire que sur ce livre, j'ai des vraies attaques avec, et j'ai eu des attaques avec différents religieux catholiques en disant décidément, vous n'aimez pas la vie. Alors franchement, là, j'étais assez en colère. Voilà. Donc, mais c'est une question dont on parlait énormément il y a 20 ans et maintenant plus du tout. Alors que, évidemment, c'est clé. Alors, dans beaucoup d'autres pays africains où on se développe, il y a donc une urbanisation et donc une diminution du nombre d'enfants. Et donc, à terme, il y aura une période de transition où ça va être très très chaud, la demande d'emploi. Mais au Mali et au Niger, non. Et comme par exceptionnel, c'est au Niger et au Mali que c'est le plus fragile. Parce que, imaginez ces enfants, ils ont 18 ans, perspective zéro. Qu'est-ce qu'on leur propose? Soit du trafic, soit du djihad. Et comme le djihad, c'est à 90% du trafic, ils n'ont rien, sauf quoi? Sauf une centaine d'euros s'ils sont embauchés, plus une mobilette chinoise, plus la promesse d'avoir la vie éternelle quand ils se feront exploser, et selon les taux, entre 300 et 10 000 vierges. Donc ça peut intéresser. Donc voilà, donc je voulais raconter cette question-là. La question démographique est vraiment une question clé. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai reçu des lettres d'Africains ou d'autres, et me disant, mais quel courage, comment le courage, c'est hallucinant. Quand j'ai commencé, moi, à travailler sur les questions du développement, on abordait ces questions. Maintenant, on n'ose plus. Et l'UNICEF est très gêné parce que l'UNICEF, c'est l'ONU, et l'ONU, majoritairement, ne veut pas qu'on aborde ces questions du contrôle des naissances. Voilà. Et alors, je ne dis pas que toutes les femmes sont gentilles et que tous les garçons sont méchants, parce qu'il y a des femmes qui sont des horreurs. Alors, je parle des épouses de chefs d'État, je dirais en Afrique, qui sont particulièrement cupides, et donc elles sont absolument terrifiantes. J'avais cité les noms, et puis mon avocat m'a dit qu'il valait mieux pas, donc enfin, si vous voulez me le dire, je peux vous dire des noms, hein. Je peux vous dire des noms. Je peux vous dire des noms au Sénégal, je peux vous dire des noms en Côte d'Ivoire, je peux vous dire des noms en Tunisie, je peux vous dire des noms... Enfin, j'ai tout le listing. Je connais tous les gens et je connais la date du moment où elle venait dans l'avion présidentiel faire des courses à Avenue Montaigne à Paris. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, et puis, celles qui excisent, ce sont des femmes. Et je cite toutes les raisons pour lesquelles. Parce que ça donne le pouvoir, parce que ça donne de l'argent, parce qu'elles ont vécu ça, etc. Donc j'essaye d'aller, vous voyez, d'être dans ne pas dire il y a les méchants, il y a les gentils, il y a tout ça, mais expliquer aussi les raisons. Vous voyez, c'était un peu ça, l'idée. Et je dois vous dire que la première réunion publique à laquelle j'ai participé, quand un Malien s'est levé, et j'ai été terrorisé parce qu'il va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais de nous? Et il a dit l'inverse, il dit « Comment tu sais ça de nous ?» Et là, j'étais content. Et là, j'étais vraiment content parce que ils sentent qu'il y a un infini respect et donc j'ai fait mon travail de quelqu'un qui explique
C'est-à-dire, vous savez, un, je vous aime, deux, qu'est-ce qui se passe? Et donc cette affaire-là est clé et ça va revenir. Ça va revenir parce que s'il n'y a pas de développement, on ne règle pas la question militaire. Et pourquoi on ne règle pas la question militaire? Vous ne m'avez pas posé la question, mais elle allait venir, et donc je la dis maintenant. C'est que ce territoire du nord, le Mali, c'est en gros 3 fois la France. Bon, et il y a plus de la moitié qui est dans des zones complètement désertiques. Et dans ces zones désertiques, avant, il y avait de l'élevage avec des chameaux et puis des bêtes, et puis il y avait quelques oasis, donc un petit peu d'agriculture et pas mal de tourisme. Il n'y a plus d'élevage, tout le monde s'en fout des chameaux, il n'y a plus d'agriculture, et évidemment, il n'y a plus de tourisme. Et donc, ils sont dans des états de misère. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Évidemment, du trafic. Ce qu'ils ont en grande partie fait depuis toujours. Et regardez, il y a un point très intéressant. C'est que de la Mauritanie à l'ouest de l'océan Atlantique jusqu'à la Somalie, vous avez une zone de non-droit. Vous avez la Mauritanie, vous avez le sud de l'Algérie, vous avez le nord du Mali, vous avez le sud de la Libye. Et je dois vous dire que, honnêtement, quand on entend Bernard-Henri Lévy dire que l'intervention française en Libye, c'était une merveille, qui regarde la situation aujourd'hui même en ce moment. Donc, il fallait sans doute intervenir, mais sûrement pas comme ça, et sûrement avec moins d'orgueil, parce que la situation est catastrophique. Bon, là, et puis il y a le Soudan, et puis il y a la Somalie. Donc, vous voyez toute cette zone-là. Et regardez bien ce qui se passe dans ces zones-là. Vous n'avez pas de frontières, de fait. Vous n'avez pas de pays. Vous voyez? Vous avez des bandes qui sont des bandes absolument incontrôlables. Parce qu'avant, ils allaient à la lenteur des chameaux. Maintenant, en une nuit, ils font 1000 km. Ils n'ont pas des vieilles pétoires, ils ont des missiles sol-air. Ils ont énormément d'argent parce qu'il y a la drogue qui vient d'Amérique latine, il y a les migrants, ils trafiquent, il y a des otages de temps en temps, il y a quelques petites monarchies du Golfe qui trouvent gentil de leur filer un peu d'argent comme ça, ils ont de l'argent un peu partout, dont notre cher Qatar, vous savez, celui qui finance la TAN. Et donc là, et puis il y a une horreur, et je pourrais faire un livre vraiment là-dessus, sur les faux médicaments. Pourquoi? Parce que rien n'est plus facile à fabriquer des faux médicaments. Et que les copains que j'ai d'Interpol, parce que vous imaginez bien que faire un livre comme ça, j'ai tissé des liens d'informations un peu partout. Et vous prenez une ville comme Dakar, en officine, en pharmacie, la moitié des médicaments sont faux. Et si vous êtes ministre et vous décidez de virer la moitié des médicaments en présent, évidemment, il y a une émeute. Et c'est une question extrêmement compliquée, notamment juridique. Parce que quand vous êtes chopé avec une cargaison de drogue, c'est un crime et vous faites 10 ans de prison ou plus. Quand vous êtes chopé avec des faux médicaments, c'est comme si vous aviez une cargaison de faux sacs Vuitton et vous êtes attaqué pour contrefaçon. Donc la demande d'Interpol me disait, faites en sorte que votre roman permette de changer la qualification juridique. Vous voyez ce genre de questions-là. Donc c'est ça la réalité. Mais alors là où je voulais en venir, c'est que les déserts, Internet, certains éléments des finances et la mer, c'est pareil. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des pays qui se battent les uns contre les autres, il y a des pirates. Il y a des pirates des sables, des pirates du net et des pirates de la mer. Donc voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et les stratèges, les gens qui sont intéressés par la géopolitique, se passionnent pour ces ressemblances. Donc c'est des espaces extrêmement fluides. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la modernité, c'était des nomades qui se sont arrêtés, sédentarisés, pour cultiver et pour élever. Donc les nomades étaient les anciens et les modernes étaient les sédentaires. Et maintenant, c'est l'inverse. La pointe de la mondialisation, c'est les nouveaux nomades. Mais comment les contrôler? Ça, c'est une paire de manches assez compliquée. Donc, il y a des drones dans tous les sens, il y a tout ça, on essaye de les voir. Mais vous avez vu qu'il y a une multiplication, une recrue des attentats dans le nord-est du Mali, que je connais bien, et c'est impossible de les choper. Voilà la situation qui n'est pas formidable. Donc la seule solution, c'est de trouver des logiques de développement.
et puis de calmer ce grand flux de naissances pour donner des possibilités aux jeunes qui sont dans ces pays-là de développer, ce qui est possible, parce que énormément de pays d'Afrique en ce moment se développent. Et donc, c'est vraiment une question d'opportunité. Moi, j'aurais 18 ans et je serais malien. J'ai toutes les chances d'être dans les trafics parce que je n'ai pas le choix. Et alors, ça, je m'amuse parce que je fais venir Madame Ba à Tombouctou 2 ou 3 jours avant l'arrivée de François Hollande. Donc, elle est là. Donc, elle est ravie parce qu'elle va être la vedette, puisqu'elle vient de Paris, elle connaît la situation. Donc, elle a fait dire à son petit-fils, qui a une sorte de fonction d'attaché de presse, qu'elle est prête à répondre aux questions. Bon, donc elle s'attend à recevoir la presse internationale et à gagner ses statuts, ses galons de femme d'État. Et donc, à ce moment-là, ça serait bon pour sa carrière politique. Mais à peine est-elle arrivée, alors il lui arrive toutes sortes d'histoires, elle est arrêtée, tout ça, à peine est-elle arrivée, elle entend un grand bruit, elle dit qu'est-ce qui se passe, elle dit, et on lui dit François Hollande vient d'arriver. Catastrophe pour elle. Parce que évidemment le chef d'État français lui vole la vedette. Donc toute la presse va autour de François Hollande et dédaigne mon héroïne. Alors, comme je connais les chefs d'État, je sais ce qui se passe. Et surtout, je connais les entourages de courtisans autour des chefs d'État, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Donc, je raconte les démêlés de Madame Ba avec François Hollande et avec l'entourage de François Hollande. Et évidemment, alors, Madame Ba est très insolente. Et alors, je sais que François Hollande, à qui j'ai envoyé le livre, n'est pas content parce qu'il paraît que je suis trop insolent. Alors, je vais le voir demain, donc je vais lui dire avec une hypocrisie qui m'est venue pour partie de mon éducation eudisto-jésuite et d'une autre partie mon travail auprès de François Mitterrand. Je vais lui dire, c'est pas moi, c'est mon héroïne. Madame Ba lui dit, bah, écoutez, voilà, je suis content que vous soyez intervenu, etc. Mais enfin, soyons francs, vous ne connaissez absolument pas mon pays. Donc, je vais vous donner une leçon de Mali. Alors, il paraît que c'est insolent. Mais c'est vrai, parce qu'il n'y connaît rien. Et donc, on lui a fait des fiches, mais enfin, il n'y connaît rien. Et alors, elle lui donne des tas de conseils en lui disant, quand vous serez plus président, vous pourrez venir, je vous expliquerai le pays, on prendra du temps ensemble, etc. Et alors, il paraît que c'est très, très insolent. J'ai trouvé dans les chauffeurs de taxi, en Afrique, ils ont souvent, ils ont des petites devises, des pensées. Et donc, qui mettent un peu partout, notamment qui pendent rétroviseur qui, en général, est cassé. Et donc, ils ont des pensées. Et une pensée que j'adore, et que j'ai trouvée à Tombouctou, et qui est, que j'ai trouvée magnifique dans un premier temps. Tu ne seras jamais déçu par l'espérance. Et quand vous y repensez, vous vous rendez compte que ça ne veut rien dire. Parce que c'est évident. Vous savez, comme certaines phrases de Malraux, c'est-à-dire le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, bon, d'accord. Vous pouvez dire l'inverse. Et donc, ça, c'est pareil. Et alors, j'adore ça parce que c'est typique. Et alors, vous ne pouvez pas imaginer la drôlerie que c'est d'assister ou à Bamako ou à Montreuil quand vous avez une communauté qui discute de cette phrase comme ça. Imaginez avec les accents. Mais on est écroulé de rire tellement ils sont drôles. Ce qui me rappelle, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais ça m'avait fait vraiment drôle. Et c'est pour ça que j'aime aussi tant aller en Afrique, parce que dans l'Afrique francophone, ils ont une manière de parler qui est drôle. Et je venais d'être élu à l'Académie, et donc je suis invité par l'association des écrivains de Dakar. Donc ils me reçoivent, et alors ils font la palabre, ça dure des heures et des heures, et ils disent « Ah, nous avons un immortel ». Alors ça dure des heures et des heures et des heures, on discute et tout ça. Et alors à un moment donné, il dit « Ah, il est immortel, mais il n'est pas éternel ». Et alors ça dure des heures et des heures, ils discutent entre eux et tout ça. Et alors il y en a un qui dit « Ah, je sais pourquoi il est immortel, mais pas éternel ».
Alors tout le monde devine, langue au chat, tout ça, etc. Et puis à un moment donné, alors celui qui avait découvert, au bout de 3 heures, tout ça dure des temps infinis, évidemment qui est amusant avec des variations dans tous les sens, il dit, et vous savez pourquoi elle est immortelle, mais pas éternelle? Non, dis-le. Alors ça dure encore 2 heures. Et tu sais pourquoi il est immortel et pas éternel? Non, parce que les crédits ne sont pas arrivés. Parce que c'est une des choses les plus bouleversantes, c'est ça, c'est-à-dire c'est des situations épouvantables, et il y a de l'humour, de la vaillance, en même temps de la cruauté, enfin c'est un territoire invraisemblable qui encore une fois est en train de se développer vraiment. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'Afrique est en train de se développer. Il y a un cœur de l'Afrique qui est une zone de non-droit où ça explose dans tous les sens, comme en Centrafrique. Où il n'y a pas d'État, où il n'y a rien du tout, c'est une épouvante. Mais ailleurs, ça se développe beaucoup. Et imaginez, par exemple, que l'Éthiopie, qui était, pour les gens de ma génération, l'exemple même de la misère, est en train de se développer à forte allure. Et le Mozambique, c'est quand même très intéressant, Mozambique. Le Mozambique, donc, ex-colonie portugaise, on est en train, les autorités du Mozambique sont en train d'établir des quotas pour qu'il n'y ait pas trop de Portugais qui viennent chez eux. Parce que comme ça marche mal au Portugal, ils viennent tenter leur chance au Mozambique. Et ils disent, ah non, on ne va pas être envahi par des immigrés, qui sont les anciens. Donc j'adore ces redis comme ça. C'est la route qui tourne comme ça, voilà, la vie, quoi, la vie, comme dans la vie, quoi. Tombouctou, à partir du XIIe siècle et un peu plus tard, a été un haut lieu de réflexion, haut lieu d'érudition, haut lieu d'école. C'était vraiment un lieu, comme il y a eu dans les plus grandes abbayes, comme il y a eu à un moment donné dans la Sorbonne, etc. C'était un lieu vraiment d'érudition. Donc il y avait des manuscrits, évidemment très précieux, et qui étaient gardés. Pourquoi ils étaient gardés? Et je le sais après avoir travaillé sur le papier, parce que évidemment c'est extrêmement sec, et que la seule crainte du papier, c'est l'humidité. Mais quand vous avez des climats extrêmement secs, évidemment, vous gardez. C'est pour ça que les plus vieux papiers du monde ont été découverts dans les déserts chinois de Gobi ou mieux du Taklamakan. Et donc, c'est la même chose. Donc, il y avait évidemment des livres qui étaient gardés depuis toujours. Et puis, quand les djihadistes sont arrivés, vous savez qu'ils détestent le savoir sous toutes les formes et qu'ils ont cette formule qui est ou très belle ou très imbécile, ça dépend comment on l'apprend, et il n'y a de Dieu que Dieu, donc il n'y a pas besoin de commentaires de Dieu, il n'y a pas besoin de réflexion sur Dieu, il n'y a pas besoin évidemment de statues, il n'y a pas besoin de saints, il y a juste Dieu, et c'est tout. Et donc ils ont cassé des statues, ils ont cassé des saints, ils ont cassé des mausolées, et puis ils voulaient détruire, comme ça s'est passé avec les Bouddhas, vous voyez, il n'y a pas d'art, et donc ils voulaient les détruire. Donc il y a des tas de gens qui ont pris en charge, qui ont parrainé, qui ont sauvé ces manuscrits inestimables. Alors, soit en le mettant dans le sable, soit dans les murants, soit en les faisant sortir. Donc au lieu de raconter factuellement ce qui a été fait, et d'ailleurs très très bien fait par Jean-Michel Dian, un livre magnifique sur les manuscrits de Djibouti, j'ai voulu raconter la même chose, mais en imaginant que Madame Ba, quand elle remonte vers Tombouctou par le fleuve, elle croise des pêcheurs qui ou des commerçants qui, sous des blocs de sel, au fond, cachent des manuscrits qui vont essayer de soustraire à la folie des djihadistes. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, c'est que l'islam, et moi je suis entré dans la connaissance de l'islam grâce à quelqu'un qui est une légende et dont les livres, vous pouvez les trouver ici, sont formidables, et notamment les mémoires, c'est Amadou Hampâté-Bâ. Donc, vous pouvez lire ça, à la fois ces 2 tomes de mémoire, mais en même temps un livre prodigieux où il raconte son histoire de jeunesse quand il était interprète. Comme il savait plusieurs langues locales, les colonisateurs lui demandaient de traduire. Donc évidemment, il traduisait exactement ce qu'il avait envie de traduire. Et ça s'appelle Le destin de Vangrin, W-A-N-G-R-I-N, et c'est un texte, mais vraiment qui vaut des textes de Diderot, c'est-à-dire d'une drôlerie, c'est formidable. Et ça, c'est un islam érudit, un islam tolérant, un islam de savant, c'est-à-dire l'inverse de ces imbécilités. Mais ce qui s'est passé, c'est que un des éléments, c'est que notamment les monarchies du Golfe
ont voulu maintenir le peuple dans une sorte d'ignorance totale. Et donc, ont privilégié et ont financé des enseignants, des prédicateurs ou des écoles qui, au fond, n'enseignent rien du tout. C'est-à-dire qui tuent le savoir pour espérer, grâce à ça, maintenir le peuple dans l'ignorance et donc garder le pouvoir. Donc, le côté néfaste des monarchies du Golfe ne sera jamais assez répété. Malheureusement, ce sont nos alliés pour les raisons huileuses et gazières que vous connaissez. Yaira Karsena, merci beaucoup pour votre venue, pour cette rencontre. Merci à toutes et à tous. Oui.